Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Fiscalité, Économie et nous deux arts pour ce nouveau numéro. Faut le dire, ça sera avec un nouveau invité, une nouvelle thématique qui va devoir certainement vous rendre très d'accord avec nous. Ça a toujours été un grand plaisir pour nous d'ailleurs, vous le dire, pour vous qui nous suivez depuis Congo Brazzaville, il faudrait dire ainsi que de partout dans toutes les 24 communes de la ville, province de Kinshasa. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je veux devoir passer à l'introduction de mon invité, mais avant tout, il faudrait signaler, il s'agit bien de Maître Kayembe Ngoy Abed, qui est avocat d'affaires, expert en banque et OADA, qui est avec nous encore dans son bureau. Nous sommes venus lui rendre visite. Maître Kayembe Ngoy Abed, bon après-midi et bienvenue. Merci à vous. Alors c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus, comme nous avons cette habitude de venir toujours dans votre bureau, et question de vous déranger un tout petit peu, eh ben cela est tiré d'une raison très importante. Il s'agit bien de votre nouvelle publication, encore vous dire des ouvrages qui a rendu encore, vous le dire, très dur le genre, parce que d'autant vous avez touché un peu ce monde bancaire qui va devoir nécessiter également la participation de tout le monde. Mais déjà, comment vous vous sentez? Merci d'être une fois de plus revenu, parce que je me rappelle que précédemment, nous avons passé avec vous l'émission autour de deux précédents ouvrages qu'on peut même brandir au niveau de la caméra. Donc il s'agissait du quid du juge de la validité de main levée en matière parafiscale et fiscale sous l'ère du droit OADA. Et nous avons eu à épingler également les techniques de recouvrement de créances bancaires. Et aujourd'hui, c'est tout un honneur pour moi de vous recevoir une fois de plus pour aborder deux questions d'actualité qui a connu le baptême le 5 octobre 2019 à l'hôtel Rotana. Et donc, il s'agit des obligations du banquier à la lumière du droit interne et du droit OADA, ainsi que de la controverse juridique de la circulaire du premier président de la Cour de cassation, numéro 002, du 6 juin 2019. Donc, tout l'honneur est pour nous de vous recevoir une fois de plus. Voilà, je pense que c'était pour vous une manière de pouvoir déjà signaler. Mais sinon, à manière, je vais le dire, c'était autrefois qu'on a parlé avec vous, quand on venait le dire. Donc, le premier voix, c'était sur quid du juge de validité de la saisie fiscale ou parafiscale sous l'ère du droit OADA également. Après, c'est là on avait parlé également de votre ouvrage dans les techniques de recouvrement de créances bancaires dans l'espace OADA. Ce sont les deux ouvrages avec qu'on a traité autrefois. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut le dire, comme lui-même maître vient de le dire, nous allons devoir réfléchir autour de ces deux ouvrages donc qui vient d'être publié. Il s'agit bien du premier, les obligations du banquier à la lumière du droit interne congolais et du droit OADA, ainsi que le controverse juridique de la circulaire numéro 00D du 6 juin 2019 du premier président de la Cour de cassation relative à l'interdiction d'autorisation des saisies, arrêt et saisie conservatoire par le président des tribunaux de commerce. Et ce sont là les deux ouvrages qui vont justement être de la partie qui vont devoir nous mettre en plein entretien avec Maître Kayembe Ngoy Abed. Mais avant tout, nous allons devoir d'abord suivre en image qui a été le baptême de ces deux ouvrages. C'était comme ça à l'hôtel Rotana. Et juste après, on sera de retour pour la continuité de cette émission. Je te souhaite longue vie, plein succès dans nos palais. Puis cet ouvrage, encore une fois, investisse nos bibliothèques. Deux nouveaux-nés dans les librairies congolaises. Il s'agit de les obligations du banquier à la lumière du droit interne congolais et du droit OADA et controverse juridique de la circulaire numéro 002 du 6 juin 2019. Écrit par Maître Abed Kayembe Ngoy, avocat d'affaires expert en banque. Ces deux ouvrages ont été baptisés ce samedi 5 octobre à l'hôtel Rotana par Maître Guimafuta. Vient apporter de la lumière au lecteur afin de bien comprendre le droit congolais et le droit OADA. Pour le premier ouvrage, l'auteur a voulu informer le public que le retrait de l'argent en banque et l'ouverture d'un compte sont gratuits. Nous avons voulu donner au commun des mortels la possibilité d'accéder à l'information
La bonne nouvelle que nous pouvons dire à ceux qui sont déposants dans les banques, que désormais, il y a une instruction 37 qui dit que désormais, tous ceux qui peuvent faire des opérations de retrait dans leur guichet, dans leur compte, ne sera plus payé. Donc la bonne nouvelle, il n'y aura plus de frais en ce qui concerne vos retraits dans les guichets automatiques. Et aux banquiers, vous avez sous la main un outil, un manuel qui va vous aider à voir toutes les lois disséminées à travers plusieurs législations dans un seul document. Nous avons démontré que l'article 149 de la même loi organique du 11 avril 2013, en son article 149, précisait clairement, là où il y a les tribunaux de commerce, les règles relatives à la présente loi. L'honorable Guy Mafuta a promis d'apporter toutes ces questions à l'Assemblée nationale pour avoir de lois qui sécurisent tout le monde. Et quand il y a une controverse née dans la société, cela doit nous interpeller, nous, en tant que législateurs. Nous avons été heureux et honorés de préfacer cet ouvrage qui aborde une question d'actualité. Et vous savez, la doctrine, la controverse fait aussi développer le droit. Et là, nous sommes au cœur même du débat. Nous pensons être à même d'apporter toutes ces questions au niveau du Parlement pour avoir des lois, une expression qui aille dans le sens de sécuriser les justiciables et pourquoi pas l'État en soi. Signalons que c'était en présence de plusieurs invités qui ont eu l'occasion d'entendre des témoignages sur la personne de Maître Abed Kayemengoy avant le jeu des questions-réponses. Voilà, nous avons tous suivi en image ce qui a été. Maître, vous étiez tellement content, tellement joyeux de voir un bon nombre de gens qui ont répondu à votre invitation pour assister au baptême de vos deux ouvrages. Comment est-ce que vous pouvez résumer cela, cette manifestation, en quelques secondes? Non, merci. Je tiens particulièrement à remercier le préfacier de mes deux ouvrages qui ont voulu présenter au public mes deux ouvrages par ce baptême. Il s'agit du directeur général d'Ecobank, M. Yves Kofi Kwamdessus, en ce qui concerne le premier ouvrage. Et le second ouvrage sur la controverse, il s'agit de l'honorable député Guy Mafuta, qui est aussi avocat praticien. Donc ce sont ces deux personnes qui nous ont fait honneur et privilège de pouvoir le présenter au grand public et de procéder au baptême. Je tiens aussi à remercier l'assistance qui était diversifiée. Il y avait des hauts magistrats de la Cour de cassation qui avaient répondu présent, du Conseil d'État et de toutes les autres juridictions d'appel, des tribunaux de grande instance, tribunaux de commerce. Remercier les avocats, confrères et honorés confrères qui ont répondu présent. L'assistance est également constituée des banquiers, des opérateurs économiques, de promoteurs d'universités et mention spéciale à mon épouse dont le soutien a été indéfectible pour l'organisation et le décor de la cérémonie. Ok, déjà, d'entrée du jeu, nous allons commencer. Maître, qu'est-ce qui vous a poussé à éditer ces ouvrages? Voilà, comme nous avons eu à l'annoncer dans notre biographie, nous avons connu un parcours professionnel de banquier de 2009 à 2014. Et nous étions à la tête de la direction juridique de recouvrement et contentieux d'une banque de la place, pour ne pas la citer, à Freeland First Bank CD. Et lorsque nous avons pris les rênes, les commandes de cette direction, nous avons noué l'envie, ou sinon l'intérêt d'avoir un manuel pratique sous la main, et chose qui n'était pas le cas. Et il a fallu des nuits blanches pour que je puisse aller dans des différents textes réglementaires, dans les différents textes légaux, aller chercher les ressources à des connaissances, l'ivresse, afin de faire face à mes responsabilités. Alors, lorsque j'ai décidé à nouveau de revenir dans la profession, à reprendre la touche, j'avais vraiment eu le besoin pour les générations futures, ceux qui viendront après nous, qu'ils puissent avoir un manuel sous la main. Parce qu'il est important de pouvoir rassembler dans un manuel pratique un document qui permet aux banquiers, juristes d'entreprise de pouvoir facilement manipuler les obligations du banquier, car, comme nous l'avons eu à le dire précédemment, la profession de banquier est pleine de risques. Plein de risques, et c'est comme une mine antipersonnelle.
il faut mettre en garde le banquier sur les mines personnelles qui guettent son activité. Voilà, la profession de banquier, il y a tellement de risques. Alors, par rapport à cela, nous voulons savoir, parce que vous êtes vraiment conscient de tout ce qu'il y a comme risque dans cette profession, comment est-ce que vous avez abordé ces ouvrages tout en ayant connaissance par rapport à ces différents risques qu'il y en a? Voilà, donc notre démarche a consisté d'abord à chercher les dispositions légaux, réglementaires en droit interne, avant d'aller faire le tour d'horizon dans le droit OHADA, dans lequel la République démocratique du Congo a adhéré depuis le 12 septembre 2012. Alors, en droit interne, les textes de base, c'est la loi numéro 003 de 2002, du 2 février 2002, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Et c'est cela la base légale de notre réflexion, et nous avons procédé de cette façon pédagogique en prenant deux grandes classifications. Nous avons d'une part pris les obligations de faire et d'autre côté nous avons pris les obligations de ne pas faire. Nous avons également procédé à la classification selon l'intérêt. Donc cette deuxième sous-classification nous a permis à ranger les deux premières obligations, selon qu'il s'agissait des obligations dictées par l'intérêt de la clientèle, ainsi que de celles dictées par l'intérêt général. Alors, au menu des obligations de faire, il y en a plusieurs. Mais je sais que pour nos téléspectateurs, ainsi que la clientèle, il y a un devoir de faire qui lui est plus intéressant. Il s'agit celui d'offrir, dont les banques ont l'obligation d'offrir des services, la gratuité de certains services bancaires. Et la base légale de cette disposition, c'est l'instruction 37 qui a été prise par le gouverneur de la Banque centrale en date du 3 janvier 2019 et qui est entrée en vigueur depuis le 3 juillet 2019. Parce qu'il y avait un moratoire observé de 6 mois. Et je m'en vais dans la liste d'annexes, noter les services, lire les services qui aujourd'hui va intéresser nos téléspectateurs. Vous êtes client en banque, vous êtes une entreprise avec plusieurs comptes de salariés que vous payez. Aujourd'hui, avec cette instruction, toutes les opérations de virement de compte en compte au sein d'une même banque est devenue franco, donc 0 franc. Vous ne payez rien. C'est d'ailleurs ça la plus grande question que j'étais en train de préparer pour vous. Oui. Mais heureusement, vous avez vous-même déjà abordé cela. Mais sinon, vous voulez expliquer quelque chose avant que je vous pose une question qui va être très pertinente. Donc voilà, la liste de services bancaires offerts à titre gratuit. Au niveau de l'ouverture de compte, c'est gratuit aujourd'hui. Ouvrir un compte en banque est gratuit. Domicilier un salaire est gratuit. Clôture de compte est devenu gratuit. À l'époque, quand on clôturait les comptes, on vous prenait des frais de clôture. Dépôt d'espèces dans la banque par le guichet est gratuit. Retrait d'espèces dans la banque, quels que soient les guichets ou la monnaie, quels que soient les guichets et la monnaie, est gratuit. Donc, autant d'avantages. Au niveau de moyens des opérations de paiement, vous avez les retraits auprès des guichets automatiques de la banque du client. Il est gratuit. Vous avez les virements de compte en compte dont nous avons évoqué. Vous pouvez avoir 200 personnels au sein d'une banque et que vous êtes société, vous pouvez faire tous ces virements, faire travailler les agents des banques pour faire ces virements, mais contre 0 franc. Et vous avez des avis et des débits en électronique pour ceux qui utilisent les e-banking, c'est devenu gratuit. Les consultations et les éditions de soldes ou de relevés de comptes 2 fois au moins le mois sont devenus gratuits. Voilà un peu succinctement autant de biens que ça fait pour la clientèle d'avoir ces éléments en soi des services qu'on peut obtenir aujourd'hui de la banque par la gratuité. Maintenant, la question qui se pose juste après, si c'est un devoir dans le chef du banquier, donc c'est un droit dans le chef du consommateur. Et que faire lorsque le banquier n'assure pas cela? Que faire
lorsque le banquier ne respecte pas cette instruction. Parce que moi voilà. je vois déjà une certaine difficulté dans ce sens-là. Voir un client qui est venu, par exemple, ouvrir son compte et qu'on le fasse gratuitement. On a cette habitude quand on va dans une banque, c'est toujours un frais qu'on doit payer, soit 20 $, soit quelque chose pour l'ouvrir. On appelle ce frais d'ouverture de compte. On a toujours l'habitude de le faire. Et je crois que jusqu'à la preuve du contraire, c'est ce qui se passe. Mais voir un peu ce que vous annoncez là maintenant, et je suis un tout petit peu confus, et les téléspectateurs qui nous suivent maintenant, et je pense que certains sont en train de se poser des questions. Est-ce que le maître à la télé est en train de dire quelque chose par plaisanterie? Serait-ce vrai? Parce que sinon, on aurait beaucoup de gens qui vont devoir aller déjà s'ouvrir un compte bancaire. Voilà, c'est vraiment une mesure qui tombe à point nommé parce que nous avons la plus faible couverture de bancarisation par rapport à la zone Afrique centrale. Donc, par cette mesure, on veut encourager forcément, je ne suis pas législateur, mais je crois qu'on veut encourager la bancarisation de nos concitoyens et amener les banques à accorder certaines facilités afin de permettre à ce que la couverture soit beaucoup plus éloquente qu'elle l'est aujourd'hui. Lorsque je parle de la gratuité de services d'ouverture de compte, je ne dis pas qu'on ne viendrait pas déposer l'argent en compte. Le dépôt est ton argent, mais à l'époque, on pouvait te prendre un frais X à l'ouverture. Oui. On prenait un frais X à ouverture et lorsque même on faisait des virements de compte en compte dans la plupart des banques, on retirait de l'argent pour chaque utilisation d'un guichet, au niveau du guichet unique, de guichet automatique, on retirait également de l'argent. Aujourd'hui, par décision de l'autorité monétaire et régulatrice qui est la Banque centrale, les banques sont appelées d'obtempérer. Qu'adviendrait lorsque les banques ne respecteraient pas? Alors les banques seront exposées aux sanctions disciplinaires parce que l'autorité disciplinaire, il faudrait que le consommateur le sache, que l'autorité disciplinaire en matière du secteur financier, c'est la Banque centrale. Un établissement de crédit qui ne respecterait pas cette instruction doit être déféré devant cette autorité disciplinaire. C'est-à-dire que tout consommateur peut saisir par lettre le gouverneur de la Banque centrale en ampliant le DSIF, la direction de surveillance, on appelle ça direction de surveillance des intermédiaires financiers, afin de pouvoir se saisir de ce cas et d'ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de la banque. Et cette action disciplinaire peut aller aux peines d'amende, au blâme, aux avertissements, jusque même au retrait d'agrément de certains dirigeants sociaux, voire même des retraits d'agrément de la banque en question. Donc voilà un peu à quoi s'exposeraient les banquiers qui ne devraient pas obtempérer à une telle instruction. Alors, nous voyons directement le pourquoi de ce que vous avez abordé, justement, ces ouvrages, pour y arriver là. Mais maintenant, on va devoir passer déjà le premier ouvrage dont vous parliez, des obligations, donc les obligations du banquier à la lumière du droit interne congolais et du droit OHADA. Alors déjà, il y a la première question que je peux vous poser par rapport à cet ouvrage qui parle des obligations du banquier. Pourquoi aviez-vous marié dans ces livres, en parlant des obligations du banquier, le droit interne congolais et du OHADA, pendant que vous pouvez seulement se limiter par le droit congolais? Est-ce parce que vous êtes avocat d'affaires, expert en banque et droit OHADA, donc vous aimeriez toujours faire répéter le même, système, encore le même mot dans chaque livre dont vous publiez? Merci de la question. C'est que au jour d'aujourd'hui, le droit OHADA fait partie du quotidien du Congolais. Il fait même partie du droit positif congolais. Mais le choix de notre thématique en disant droit interne congolais, c'était seulement pour ressortir qu'il s'agit des dispositions qui viendront des législateurs congolais à la différence du législateur OHADA. Et le tout, au jour d'aujourd'hui, constitue ce qu'on appelle le droit positif congolais. Alors, la profession du banquier étant une profession réglementée, il y a des règles. Et l'ensemble de ces règles, c'est ce que nous avons résumé ici, c'est ce qu'on appelle la déontologie du banquier. Voilà. Cet ouvrage pouvait avoir tout son sens
en étant appelé déontologie du banquier, mais j'ai voulu ressortir dans mon choix les obligations pour faire retentir mieux la responsabilité du banquier, car les obligations riment toujours avec l'étendue de la responsabilité. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu comme choix. On était buté à ces 3 choix. On pouvait dire aussi la responsabilité du banquier, on pouvait dire les obligations du banquier, on pouvait même le dire de manière aussi plus solennelle, la déontologie du banquier. Ça reviendrait à dire la même réalité, le devoir du banquier. Et nous avons épinglé, ça c'était le premier devoir, le devoir... tout à l'heure, nous avons épinglé le devoir d'offrir certains services à titre gratuit, le devoir de gratuité, mais il y a aussi d'une autre part l'obligation, cette fois-ci, de ne pas faire du banquier. C'est l'obligation, par exemple, de ne pas révéler le secret, ce qu'on appelle autrement le secret professionnel. Ouais. Donc ça, c'est aussi une obligation très importante et capitale, prise par les législateurs à l'article 73 de la loi du 2 février 2002, sus-évoquée, qui tient à préciser que le banquier, quel que soit leur rang, quel que soit leur statut d'organe ou de cadre ou d'agent, ils sont tenus au secret professionnel. Et je puis garantir et comprendre la motivation du législateur en raison de la sensibilité que revêt l'argent. Ouais. Dans la vie courante, on sait que l'argent a horreur du bruit et que la Bible même a renchéri en disant que la racine de tout le mot, l'argent est la racine de tous les maux. Tout le problème dans la société est lié à l'argent et dans ces conditions, il fallait bel et bien prendre des dispositions utiles pour garantir la sécurité par le secret professionnel. Alors, Maître Kaemé, dans l'ouvrage, vous avez vraiment énuméré beaucoup, comme ça, plusieurs obligations, mais on va toucher ici 2. Donc, vous avez parlé de l'assistance et également celui d'information dont le banquier doit toujours être là pour les clients. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que c'est pas cette assistance également et l'information? D'accord. Merci de la question. Parmi les obligations de faire, il y a lieu de citer l'obligation d'assistance, voilà, l'obligation d'information. Alors, l'obligation d'information, il faudrait que le banquier donne l'exactitude de l'information. Pour chaque opération, il est même tenu dans l'obligation de publication. Il doit informer, il doit mettre à la disposition les informations liées sur le coût de chaque opération ou service bancaire. Il doit même l'informer sur les risques, les inconvénients d'une opération, telle opération en défaveur d'une autre opération. Ces obligations sont telles que si le banquier ne le fait pas, il encourt sa responsabilité. Et comme je le dis dans l'ouvrage, les thermomètres ou la mesure de la responsabilité du banquier variera selon qu'il est en présence d'un consommateur qui est aguerri, c'est-à-dire qui est habitué aux opérations bancaires, ou bien lorsqu'il est en présence d'un alphabète. Et là, sa responsabilité est plus grande. Il ne doit pas seulement se contenter de lui transmettre l'information, il doit s'en assurer la compréhension, que ce dernier a bel et bien compris de quoi il s'agit. Je prends l'exemple illustratif. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, femme paysanne, maraîchère dans des endroits ruraux ou bien à Kinshasa, dans les endroits reculés, qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui veut demander du crédit pour renforcer son activité. Lorsque le banquier est en présence d'une telle personne, il doit savoir l'orienter dans le choix de compte à ouvrir. Par exemple, une telle femme qui ne fait pas de grandes activités, si vous lui demandez de prendre un compte courant, vous comprenez que vous ne l'avez pas aidée parce qu'elle, c'est plutôt l'épargne qui l'intéresse avec le peu qu'il gagne pour mettre de côté. Et si jamais vous prenez dans des comptes courants où il y a des frais,
des tenues de compte beaucoup plus importants, où il n'y a pas de taux de rémunération d'intérêt, la femme paysanne, croyant qu'il plaçait l'argent pour avoir des intérêts, qui reviendrait une année plus tard et qui se rend compte que dans son compte courant, il n'y a ni intérêt, bien au contraire, chaque année, chaque mois, on a commencé à prélever des frais d'ajout. Elle serait fâchée, elle serait surprise, elle crierait à tout. Pourquoi? Parce qu'elle est venue pour fructifier son dépôt. Donc voilà l'intérêt, donc le banquier doit être avisé, il doit être professionnel pour s'adapter aux besoins de la consommation. Je veux prendre un autre type de crédit. Je suis maintenant, ça c'était à l'ouverture de compte, mais l'ouverture de crédit. Vous êtes en présence de quelqu'un qui veut acheter une maison. Et vous comprenez qu'on veut acheter une maison, c'est toujours un investissement à long terme. Donc un crédit qui ne peut pas être en deçà de 3 ans. Donc on doit commencer à 3 ans et plus. Et vous êtes en présence d'un client qui vous exprime déjà le besoin. Et donc vous ne l'assistez pas en lui disant qu'il vient, il demande, oh, je veux une facilité de crédit. C'est-à-dire, une facilité, c'est de petits découverts de 90 jours. Okay. Il dit, bon, donnez-moi une facilité de crédit. Vous lui présentez, il dit, donnez-moi les facilités de crédit. Mais lorsque vous regardez le besoin, vous regardez l'activité, vous regardez tout ça, vous direz à celui-ci, on ne peut pas, vous devez refuser. Le banquier n'accepte pas tout. Même si c'est le client qui l'a écrit, il a le devoir de lui refuser ce type de crédit. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à l'activité, parce qu'il ne va pas correspondre également à sa capacité de remboursement. En 90 jours, il ne peut pas avoir l'argent pour rembourser. Voilà les obligations dont on étale, et les gestionnaires, les analystes de crédit doivent être le plus regardants. Pourquoi? Si jamais par impossible, vous venez à donner pareil crédit, et que ce dernier, qui ne connaissant rien de banque, consulte des avocats d'affaires, les avocats d'affaires se fonderont sur le manquement du devoir d'assistance ou d'information sur les inconvénients de ce crédit pour attaquer la banque en annulation de ce prêt et en non-remboursement des intérêts qui en résulteraient. Et voilà, donc c'est ça le sens de notre ouvrage. Il est là au milieu du village pour donner l'équilibre à la responsabilité du banquier, mais il est là aussi pour garantir indirectement le droit du consommateur. Maître, je voulais rapidement, toujours dans les obligations de faire du banquier, le mot par exemple comme devoir de réserve bancaire. Devoir de réserve bancaire, il y a tellement de mots ici que je me dis que qu'est-ce que l'on peut retenir un peu dans ça? C'est que dans la vie normale déjà, tout le monde a besoin, nous connaissons certains droits fondamentaux, le droit à la vie privée. Okay. Déjà, si dans la vie courante, on a le droit à la vie privée, le droit à l'intimité, le banquier également doit avoir des réserves. La réserve dont il est question, il est à cheval entre le devoir du secret professionnel et le devoir de non-émission dans les affaires secrètes du client. Par exemple, je suis un soumissionnaire de marché, je gagne un marché et je gagne de l'argent et je demande de la banque des cautions bancaires. La banque se limiterait à me délivrer les cautions bancaires pour que je présente au maître d'ouvrage pour gagner le marché. La réserve consiste à quoi? Il ne viendra pas s'y mêler. Moi, je suis entrepreneur de route. Il ne va pas quitter son domaine pour me dire comment tu gères au quotidien, comment tu payes tes salariés. Non, il a droit à la réserve. Ça, c'est ma vie privée, mon domaine limité. La gérance de mon entreprise ne le concerne pas. L'affectation de mes ressources ne le concerne pas. Et là, c'est ça la réserve. Tout en étant banquier, mais au nom de la vie privée, au nom de l'intimité, il doit avoir ses pattes banques dans un domaine précis. Et c'est cela le sens de cette obligation. Même, quelque part dans l'ouvrage, vous avez posé une question. Est-ce le secret bancaire est absolu en endroit de la caution d'un crédit ou d'un engagement bancaire? Donc c'est juste là où... Voilà, ça c'est une question qu'on a posée plus en avant, parce que parmi les obligations de ne pas faire, il y en a 3 ordres. L'obligation du secret professionnel, de la non-émission et de la réserve. Alors, je disais que tantôt, là, le droit de la réserve était à cheval entre les deux, mais l'obligation du secret professionnel, ça c'est le droit au OHADA qui nous a amené cette innovation, a des limites. A des limites.
Les limites, ils sont légales également en droit interne. Mais puisque vous m'avez posé la question de la caution, ça c'est le droit OHADA qui amène cette limitation. Et cela tient des articles 24-25 de l'AUS, c'est-à-dire l'acte informe portant organisation de sûreté, qui veut que les cautions aient semestriellement l'information du crédit qu'il a cautionné. C'est-à-dire quoi? Du crédit qu'il s'est porté fort en cas de défaillance du débiteur, qu'il rembourserait en ses lieux et places. Et dans ces conditions, les banquiers qui est tenu au secret professionnel d'un compte qui n'est pas le compte de la caution, parce que la caution peut être une personne tierce à la banque, qui n'a même pas un compte à la banque. Mais en ce qui concerne ces crédits-là, le banquier a l'obligation de lui tenir informé régulièrement, périodiquement, semestriellement de la situation des engagements. Faute pour lui de le faire, alors il se verrait frappé de la déchéance à réclamer les intérêts courus pendant cette période. Deuxièmement, le banquier est tenu, lorsqu'il constate un impayé, aussitôt qu'il constate un impayé, d'en informer le tiers saisi, le tiers caution. Il a l'obligation de l'informer de cause de la défaillance, de le former sur le capital restant dû, qu'on appelle en cours, sur les impayés, les accessoires, sous peine également de se voir refuser le paiement pour les impayés et ses suites. Donc ça, c'est une innovation qui nous vient du droit OHADA, mais il y a aussi une autre qui vient également des dispositions des articles 38, 156 et autres de l'acte informe portant procédure simplifiée, voie d'exécution. Lorsqu'on pratique la saisie judiciaire, le banquier ne peut pas opposer à la justice le secret professionnel. On l'oblige de déclarer. Alors ça, c'est une obligation légale qui les libère de l'obligation du secret professionnel, et dans ces conditions, le banquier procède également à la déclaration au nom de la coopération dictée par l'intérêt général. Alors voilà un peu globalement, en droit OHADA, les apports de la limitation à ce secret professionnel. Mais en droit interne, il y a aussi des dispositions, la même disposition de l'article 73 a prévu des personnes contre qui le secret professionnel est inopérant. Il s'agit entre autres de l'autorité monétaire qui est la Banque centrale du Congo, mais il s'agit également des juridictions ou de l'autorité judiciaire exerçant son ministère dans la poursuite pénale. Ces personnes également sont en... On ne peut pas opposer contre ces personnes le secret professionnel. Il y a la CNRF qui intervient dans le blanchiment de capitaux ou dans le financement du terrorisme. Et ce sont également tous ces services spéciaux qui interviennent dans le cadre de la recherche des infractions, casier judiciaire, ANER et j'en passe. Voilà un peu succinctement de quoi pouvons-nous dire sur la limitation du secret professionnel. Alors, mais Maître Kayemengoy, pour boucler avec le premier ouvrage, nous allons poser la dernière question. Nous voulons savoir quelles sont les obligations du banquier à l'égard de la Banque centrale du Congo, donc BCC en sigle, qui est en même temps l'autorité monétaire et régulatrice. Voilà, il y a plusieurs obligations. En résumé. Et voilà. Si on peut faire le choix, c'est déjà l'obligation dans certaines matières, l'obligation d'obtenir l'agrément. Voilà, on ne peut pas exercer aujourd'hui, on se réveille bon matin, on dit je deviens banquier ou je deviens banque. Non, on n'ouvre pas un établissement de crédit par son gré, même si on est milliardaire. Il faut être agréé. Voilà, c'est une obligation qui s'impose à l'entrée même, et si vous osez le faire, la Banque centrale prendra déjà des mesures de fermeture et il prendra aussi de poursuites pénales à votre endroit. Alors, il y a aussi l'obligation d'autorisation préalable. Il y a certaines choses que les banquiers ne peuvent pas faire de lui-même. Il doit se référer à l'autorité, notamment pour ouvrir une agence. On n'ouvre pas les agences comme on ouvrait les boutiques du quartier. Il faut obtenir l'agrément. On a vécu comme ça. Oui, voilà, donc c'est autant de... Ce qu'on appelle abusivement Banque Lambert, ce sont des cambistes. Mais les banques, comme établissement de crédit, ne peuvent pas ouvrir comme des boutiques dans le quartier. Ils doivent obtenir l'agrément.
Donc il y a l'obligation de déclarer, il y a plusieurs déclarations opérationnelles, déclarations financières, autant de devoirs vis-à-vis de la Banque centrale, et que nous invitons nos lecteurs, surtout les banquiers, les praticiens de droit, le magistrat qui sont appelés à intervenir dans le droit des affaires, les avocats plaideurs et tout le corps intervenant dans le secteur de pouvoir s'en procurer afin de pouvoir mieux appréhender le contour de notre thématique. Voilà, je pense que c'était tout pour le premier ouvrage. Maintenant, on va aborder le deuxième ici. Donc, controverse juridique de la circulaire numéro 00 du 6 juin 2019 du premier président de la Cour des cassations relative à l'interdiction d'autorisation des saisies, arrêts et saisies conservatoires par le président du tribunal de commerce. Alors, ce que déjà dans notre sujet par rapport à cet ouvrage, Maître Okayembe, pouvez-vous nous expliquer quelle a été la motivation par rapport à cet ouvrage? Parce que vous pouvez aussi y arrêter par le premier, et pourquoi le second doit toujours venir? Au fait, les Français disent jamais un sans deux, et donc nous sommes dans cette logique d'apporter une deuxième contribution dans l'œuvre scientifique et surtout contribuer en tant que doctrinaire à faire évoluer le droit dans notre société. Alors tout est parti de la circulaire du premier président du 6 juin 2019 dans laquelle le premier président, celui-ci, interdisait au président des tribunaux de commerce d'autoriser des mesures conservatoires ainsi que les saisies à arrêt. Alors, comme vous l'avez suivi en tant que des chasseurs d'images, il y a eu de soulèvements, il y a eu de vents, il y a eu des critiques, il y a eu des applaudissements qui s'en est suivi dans les réseaux sociaux, sur la place publique, et cela a donné lieu à ce qu'on appelle les débats. Et ces débats ont donné lieu à l'inspiration que nous avons appelée la controverse juridique. Parce que de cette circulaire, il faut se le dire, il y a eu deux tendances qui a pris le jour. La première tendance, c'est celle de praticiens de droit qui ont salué la venue de cette circulaire qui est venue pour remettre de l'ordre dans l'ordre judiciaire congolais. La deuxième tendance, c'est celle des adeptes qui estiment que cette circulaire a été prise en marge de la loi. Et dans notre ouvrage, nous avons donné modestement notre point de doctrinaire en donnant une synthèse au regard des arguments des uns et des autres. Voilà succinctement de quoi avons abordé dans cette première édition de la controverse judiciaire. Et je tiens à souligner que nous avons eu à avoir le soutien du préfacier, l'honorable Guy Mafuta, qui a pris fermement engagement d'amener ce débat non seulement entre les quatre murs de palais de justice, mais de l'amener jusqu'à l'hémicycle parlementaire afin d'en accoucher une loi qui pourra définitivement résoudre tout malentendu sur la question du juge de l'urgence en République démocratique du Congo. Voilà, quelque part dans l'ouvrage, vous avez parlé de l'antithèse de la circulaire numéro 00D du 16 juin 2019. Pendant votre introduction concernant cet ouvrage, quand vous avez parlé de la thèse qui a été justement saluée, acceptée par certains confrères de votre profession. Mais pourquoi l'antithèse? Est-ce qu'on peut retenir dans cette antithèse de la circulaire numéro 00D du 16 juin 2019? Qu'il me soit permis pour des raisons pédagogiques de parler de la thèse, voilà, par primeur, parce qu'il y a des adeptes de ce courant qui félicitent la décision en s'appuyant sur l'article 17 de la loi numéro 002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Cet article est la base de la compétence matérielle. Et pour les adeptes de cette thèse, ils soutiennent que le législateur n'a pas cité parmi les matières de la compétence de tribunaux de commerce les actes d'exécution forcés. Les actes d'exécution forcés
ni les saisies conservatoires, moins encore les saisies arrêts qui devraient relever de sa compétence. Et d'en conclure que les actes de saisie attribution n'étant pas des actes de commerce, cela échapperait à la compétence des tribunaux de commerce. Voilà un peu la thèse fondamentale sur laquelle s'appuient les adeptes de cette thèse. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les méthodes d'interprétation de la loi? Bon, toujours parce que quelque part également, vous avez essayé de numérer toutes ces méthodes par rapport à l'interprétation de la loi. Alors, c'est justement le deuxième courant qui dit qu'il faut recourir aux méthodes d'interprétation de la loi, parce que les juristes le savent que le droit est une forêt. Le droit étant une forêt, il faudra avoir de repères. Et si déjà dans la forêt naturelle équatoriale, les autochtones recourent aux repères. Ils prennent les machetages dans des bois pour mettre des références de repères afin de ne pas se perdre dans la forêt. Il en va de même pour les juristes. Il faut se référer aux repères. Et la deuxième antithèse ou le deuxième courant de penseurs, ils estiment que le premier président de la Cour de cassation n'a pas fait bonne référence à un des principes, notamment le principe de la suprématie de la loi spéciale sur la loi générale. Ils tirent leur conviction des articles 34, 35, 44 et 47 de la loi portant création des tribunaux de commerce, qui précise qu'effectivement que l'exécution est poursuivie devant cette juridiction, qui souligne que l'exécution est poursuivie et qui relate à l'article 44 que les tribunaux de commerce exercent pleinement leurs compétences, mais là où ils ne sont pas installés, les tribunaux de grande instance exercent les fonctions des tribunaux de commerce par subsidiarité. Donc ce n'est pas un mandat général dans tous les cas, mais c'est lorsqu'il n'y a pas de tribunaux de commerce, en ce moment-là, les tribunaux de grande instance exercent les prérogatives. Alors, voilà un peu le deuxième courant de penseurs, et d'en conclure que c'est à tort que le premier président a cru bien faire parce que la motivation est à saluer, a cru bien faire en disant que les articles 111 faisaient allusion aux tribunaux de paix et les articles 113 feraient allusion au tribunal de grande instance dans les matières de saisie-attribution. Avant de vous poser cette question sur la formation de la Cour de cassation, nous voulons savoir ces ouvrages, où est-ce qu'on peut en trouver facilement l'endroit et une adresse très claire pour faciliter à tout le monde qui aimerait bien déjà trouver ces ouvrages. Voilà, donc ils sont disponibles déjà à partir de ce lundi dans les barreaux respectifs de Kinshasa. Et ils sont déjà disponibles en notre cabinet qui est 6 en 113 bar Avenue Dépôt, référence le restaurant Estoril. Et pour toute personne intéressée à distance, il peut nous contacter au 081 519 24 72 afin de pouvoir recevoir une livraison à domicile de 2 ouvrages, même de 2 précédents ouvrages que nous avons eu déjà à éditer. Voilà, maître, comme je venais de le dire, je pense que l'adresse est déjà connue et tout le monde va faire de son mieux pour déjà bien trouver ces différents ouvrages qui sont tellement magnifiques, il faudrait dire comme ça. Et il faut beau lire pour comprendre ce qui se trouve là-dedans. En résumé ou encore en conclusion, par rapport à ces deuxièmes ouvrages, qu'est-ce que l'on peut retenir concrètement de controverses juridiques de la circulaire numéro 00D du 6 juin 2019? Merci de la question. Ayant abordé la question de la thèse, la thèse de ceux qui soutiennent la circulaire et donner l'antithèse, nos lecteurs pourront retenir notre synthèse. Et notre synthèse consiste à dire que la même loi organique qui a fondé le premier président à prendre cette circulaire d'interdiction en s'appuyant sur les articles 111, 113, le même législateur, in fine, dans ses dernières volontés, clairement dans les dispositions de l'article 149,
précise clairement que les règles ou les dispositions de la présente loi ne peuvent pas être appliquées là où les tribunaux de commerce ainsi que le tribunal du travail sont installés. Et il va de l'or que même si la motivation prise par le Premier Président fait suite aux réclamations de ce que plusieurs tribunaux de commerce ne rendaient pas justice comme il s'en devrait, l'autorité à la loi, il devra continuer à exercer son expression et son autorité disciplinaire sur les magistrats déviants, mais la compétence revient de droit encore en République démocratique du Congo, là où les tribunaux de commerce sont installés, il leur revient logiquement de continuer à exercer le prérogative en matière commerciale. Voilà. Et la problématique demeure, les débats demeurent, et nous en sommes conscients, mais nous avons voulu placer en faveur des uns et des autres des arguments pouvant appuyer les défenses des intérêts des uns et des autres dans la démarche jusqu'à ce qu'une loi clairvoyante soit déposée afin de trancher toute controverse. Alors, est-ce que vous pouvez encore répéter l'adresse également pour une dernière fois, le contact qu'on peut facilement vous joindre? Dès lundi déjà, les praticiens de droit peuvent se procurer cet ouvrage dans nos barreaux respectifs de Kinshasa Matete, Kinshasa Gombe. Et toute personne intéressée peut nous contacter dans notre étude située au 113 bar B de Pau, référence le restaurant Estoril. Sinon, nous appeler directement au 081 519 24 72. Voilà, merci beaucoup maître Kayimbe Ngoyabed. Je rappelle que vous êtes avocat d'affaires, expert en banque et OADA. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, bien que c'est dans votre bureau. Mais sinon, je voudrais dire encore des ouvrages qui viennent à peine de naître. Et nous croyons certainement qu'il y aura un énorme succès et d'autant que ça a toujours été pour vous un quotidien d'écrire et d'écrire de par votre profession. On se fixera de vous prochainement si l'occasion pourrait encore se présenter. Et sachez-le que notre porte restera toujours grandement ouverte pour vous. Au moment où vous allez encore écrire, je pense que ce sera le 5e ouvrage. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, on se fixe rendez-vous très prochainement. Merci à toi, messieurs Davin Moubenga qui était à la réalisation, Tchakala qui était derrière nos différentes caméras. Merci également à messieurs Serge Nseka qui est à la coordination, Eric Ewela, Paul Chamala, j'étais à la présentation et portez-nous bien. D'ici là, bon suite de programme sur nos antennes.